Bonjour les amis et bienvenue. Les vacances s'approchent à grands pas, en tout cas pour ceux qui n'étaient pas encore en vacances. Donc, ce qui veut dire également que les examens de fin d'année s'approchent à grands pas. Pour ceux qui sont en classe de 3e, c'est sûr que la pression monte. On espère que vous allez trouver des petites astuces pour respirer, pour vous calmer et vous dire que ça n'est qu'un examen. Vous allez le passer haut la main comme tous ceux qui sont passés avant vous. Il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Et l'année prochaine, vous allez voir, c'est la seconde et tout ira encore mieux. En tout cas, si vous êtes devant votre télé, je suppose que vous êtes prêts et que vous prenez une petite pause. Vous faites bien d'ailleurs. Merci de regarder le Loft. Merci de choisir BF1. Alors, on est lundi, on est au mois de juillet et c'est toujours un grand plaisir de vous accueillir sur ce plateau pour, vous le savez, ensemble apprendre, échanger et partager. C'est tout simplement ici que ça se passe sur ce plateau et aujourd'hui, nous allons un peu nous aligner à la suite d'un sujet que nous avions traité sur ce plateau, celui-là justement de la gestion des déchets. Mais on s'intéresse spécifiquement à une catégorie de déchets aujourd'hui, mais qui à la base n'est pas forcément un déchet quand on le fabrique, mais qui finit en déchet. Il s'agit du sac plastique. Si vous ne le savez pas, le 3 juillet, chaque année, donc c'est la journée de lutte contre les sacs plastiques. Donc, en d'autres termes, la journée sans sac plastique. Je ne sais pas si vous qui nous regardez, vous êtes capable de passer une journée entière sans utiliser un sac en plastique. Si tel est le cas, j'ai juste envie de dire bravo. Si ce n'est pas le cas, peut-être qu'ensemble, on va trouver des voies et moyens pour arriver justement à résoudre ce problème-là parce que oui, c'est quelque chose qui pèse super lourd sur notre terre et quand notre terre va mal, c'est nous qui allons mal et si nous allons mal, bah, vous savez que rien ne peut aller du côté de la santé, des activités et tout ça. Donc on en pense, on y pense aujourd'hui, on en parle et je reçois en général, j'installe d'abord les femmes, vous le savez, donc Madame Traoré Kadi qui est venue exprès de Bobo pour qu'on parle de ce sujet-là. Donc, elle représente aujourd'hui GAFRE, le GAFRE, donc, qui est le groupement d'action des femmes pour la relance économique du oui. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Le voyage s'est bien passé? Oui, ça s'est bien passé sans souci. En tout cas, merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Le merci, c'est pour vous de nous donner l'occasion de parler. D'accord. Alors, dans quelques instants, on va voir les échantillons de ce que vous faites parce que vous faites vraiment des merveilles à partir de ce qui se trouve dans nos poubelles, spécifiquement les déchets, qui en plus est terrible pour l'environnement. Un grand merci à vous. Vous aurez l'occasion, chers téléspectateurs, de voir ce qu'ils font. Et juste à côté de Madame Traoré, nous avons Monsieur Thiamson H. Calvin. Je précise, oui, parce qu'on m'a attrapé. Donc, avec lui, il s'agit de Teco Carré, également dans la récup de déchets plastiques. Tout à fait. Et là, on est un peu dans tout ce qui se fait pour de plus gros, plus solide, table banc. Teco Carré, on s'est lancé un peu dans tout ce qui est un peu innovant, tout ce qui est un peu créatif. Oui. Pouvoir donc changer en fait l'image des déchets plastiques, passer des déchets en matière première. Oui. Parce qu'aujourd'hui, notre plus gros challenge, c'était donc de créer des toitures écologiques. Et aujourd'hui, je peux vous rassurer qu'on a des toitures qui sont 400 fois plus isolantes que les tôles en alu, ce qui permet aux gens de pouvoir passer des nuits au sein de la maison plutôt que de passer des nuits au dehors. Et le deuxième challenge, en fait, c'était donc de pouvoir s'attaquer à un problème qui est certes récurrent au sein de nos établissements scolaires. C'était au niveau des tables bancs. Donc aujourd'hui, nous créons ce qu'on appelle les tables bancs éco. Et ces tables bancs ont une double dimension. La première dimension, c'est le recyclage optimal des sacs plastiques, mais surtout aussi de lutter contre la déforestation et l'avancée du désert. Nous sommes dans un pays d'Afrique subsaharienne, on sait bien que la déforestation touche la plupart des pays d'Afrique subsaharienne. En fait, si je comprends bien, vous réglez vous faites d'une pierre deux coups. Tout à fait. Donc, vous aidez à réduire la coupe des arbres pour faire des tables bancs en bois, qui forcément nécessitent de couper des arbres, et vous aidez à régler le problème des déchets plastiques en faisant justement des tables bancs en plastique récupéré. Justement. C'est super. Merci. Vous existez depuis combien d'années? Teco est né d'abord dans la phase, on existe depuis 2012, mais il y avait une première partie qui était la phase recherche et développement, qu'on a eu à mener conjointement avec l'Institut des yeux, les laboratoires en France tels que les arts et métiers, ce qui nous a permis en fait de pouvoir développer les propriétés isolatoires du plastique pour pouvoir arriver dans cette toiture. Et lors de ce travail de recherche et développement, on s'est rendu compte que la matière plastique chargée avec des fibres pouvait conduire à une substitution du bois dans tout ce qui est meuble, notamment le table-banc.
Donc, du coup, c'est depuis 2012 qu'on existe. Oui. On est vraiment rentré en pleine activité à partir de 2016, une fois qu'on a bouclé la partie recherche et développement. D'accord. Donc, c'est-à-dire que quand on est sur un table-banc fait par vous, on se rend bien compte que c'est du plastique, que c'est pas du bois. Tout à fait. D'accord, tout à ok. fait. Peut-être vous aurez l'occasion de voir des images. Oui, absolument. Et il y a déjà des structures qui nous ont fait confiance. Et le challenge pour nous aujourd'hui, c'est de pouvoir équiper le maximum d'établissements scolaires à part. Parce qu'en fait, l'idée, c'est quoi? L'idée, c'est de faire comprendre aux gens que ce qu'on appelle aujourd'hui déchets plastiques, c'est ce sur quoi tu es assis pour apprendre. Et là, ça change en fait. Bah, c'est sûr que ça change. C'est vraiment ça le challenge. Exactement. Et pour ce qui est de Gaffrey, vous également, vous êtes dans la récupération et la transformation autrement des sacs plastiques qui sont souvent dans nos poubelles. Qui sont dans la rue. Oui, dans la rue également. Voilà, qui sont dans qui les sont dans poubelles. les arbres. Ah oui, c'est ça. Et puis, on les récupère. Oui. Parce que Gaffrey même, c'est un collectif d'associations. D'accord. Il y a 117 associations qui sont affiliées au Gaffrey. D'accord. Et puis, le Gaffrey a été créé en 1995. Quand même. Mais le centre de recyclage, là où ça nous intéresse beaucoup, Oui, bien sûr. ça c'est 2002. 2002. Voilà, D'accord. on existe depuis 2002. Ok. On a d'abord commencé à faire le crochet. D'accord. Voilà, les objets en crochet. Et puis, Alors, quand vous dites objet en crochet, il y en a qui se disent, quand on dit crochet, on pense tricot, on pense laine. Alors que là, on pense plastique. plastique, sachets plastiques qu'on nous donne au marché, dans les supermarchés. Voilà, c'est sachets plastiques qu'on prend, on découpe. On lave d'abord, parce qu'il faut laver, désinfecter, tout. Oui. Voilà, que ça soit vraiment bien propre. Et puis, on découpe et puis on crochette. On a commencé d'abord par ça en 2002. Et à partir de 2005, et avec Madame Ilboudo, à qui on dit vraiment un grand merci, parce que c'est elle qui a eu l'initiative en 2002 avec le prix BID. BID. Et puis, on a été 10e avec seulement l'idée. Oui. En ce moment, c'était à la phase d'idée. 2002. Et puis, on a eu le 10e prix. Bon, il y avait 6 femmes. Oui. Et puis, après, en 2005, elle a mûri l'idée. Elle s'est dit, si on peut crocheter, c'est comme du fil, c'est qu'on peut tisser. C'est ça. Voilà. Donc, à partir de 2005, on a commencé à tisser. On a commencé à faire les sacs, les poufs, les tapis. Tout ce qu'on trouve en cuir, on peut le refaire avec le sachet plastique. Même les tenues en sachet plastique. Voilà. Parce qu'on a eu à faire des défilés de mode avec les tenues en plastique. En fait, on se dit, quand on dit des tenues en sachet plastique, on se dit oui, mais je ne vais pas prendre un sac et porter, alors que là, c'est différent. Ça n'a rien à voir. Ça dit, quand c'est lavé, c'est tissé. Tant qu'on ne découpe pas pour vous montrer, vous allez dire que c'est du faso d'Afani. Parce qu'en fait, ce que vous faites, c'est du paille tissé, mais en plastique, un sac plastique récupéré. Wow. Oui. Bah, du coup, moi j'ai envie de savoir, c'est des habits qui ne se repassent pas. Ça ne se froisse pas. Voilà. Ça ne se froisse pas. Donc pas besoin de repasser. Voilà, on n'a pas besoin de repasser. Donc on fait les chaussures, on fait tout ce qui est accessoires de maison et accessoires de mode et puis décoratifs de maison. On fait tout ça avec, comme mon frère a su bien le dire, on fait le pavé. On fait les pavés. D'accord. Et puis, bon. Donc, vous faites le toit, elles font le sol et on est bien à la maison. Voilà. Et puis, avec, comment on appelle ça, les sacs, il y a des sachets qu'on ne peut plus utiliser. Quand on découpe, on ne peut plus utiliser. Nous, on veut assainir l'environnement. Si après ramassage, on découpe et puis le résidu, on jette, c'est que le travail n'est pas arrivé là où ça doit arriver. Ça, c'est un sac que vous faites? Oui. Magnifique. C'est le sac qu'on fait. Ouais, franchement, ça, si on te dit que c'est du plastique, tu vas dire non, c'est pas possible. Voilà, c'est ça. Vrai. Et donc, on a encore mûri l'idée et puis avec notre partenaire qui est derrière nous, qui nous aide toujours, elle nous a amené des machines pour faire la pyrolyse. Voilà, moi j'ai appris ce mot aujourd'hui, la pyrolyse. C'est quoi? C'est transformer les sachets qui sont dans la nature, tout ce qui est sachet plastique, même plastique dur. Il faut broyer d'abord et puis on met dans la machine et puis on transforme, ça redevient encore l'essence. Ah, voilà. Parce qu'il faut savoir que le plastique vient de l'essence. Vient du pétrole. Du pétrole, voilà. Et puis après, voilà, on fait du gazole avec. Ok. Voilà. C'est bien.
Donc, d'ici peu, on va avoir la station Gafré quelque part. C'est ça, c'est le but même, c'est le but parce que c'est seul ça, soit la pyrolyse ou bien les pavés ou bien les bancs qui peuvent faire finir les sachets dans la nature. D'accord. Parce qu'il y en a trop. Oui. Il y a tellement de sachets, c'est partout. Plusieurs tonnes quand même. Parce que non, on recycle, ne serait-ce que les sacs, non, on recycle 18 tonnes par an. 18 tonnes par an que vous recyclez. Ça, c'est ce que vous avez récupéré. Voilà. Ça dit fini. En fini. Sinon, fini. Si on doit ajouter les résidus qui sont de côté, c'est plus que ça. Ouais, bah, j'imagine. Et quand on sait que, parce que je me rappelle quand on a reçu donc, nos amis de l'environnement pour parler des déchets de façon plus générale, du niveau de la mairie, on nous a fait comprendre que c'est à peine 55% des déchets dans la nature au Burkina qui est récupéré. Donc de 55%, ce n'est pas que du déchet plastique. Et si vous récupérez 18 tonnes, vous qui êtes dans le Oué, c'est même pas Ouaga, 18 tonnes par an, on imagine quand même la quantité de sacs plastiques qu'il y a sur cette terre. Et d'ailleurs, j'ai lu quelque part que les déchets, la plaque formée par les déchets plastiques au niveau des océans est complètement appelée le 8e continent tellement c'est immense. Et que ça faisait 3 fois la France. C'est énorme. Tout à fait. Donc, c'est dire qu'on en produit et on pollue et c'est grave. En fait, je suis sans voix quand je commence à faire le développement comme ça. Mais à quel moment vous avez décidé, vous, de travailler avec le plastique? Bon, il faut reconnaître que Thiam San-A, je suis camerounais. Je suis arrivé ici pour faire mes études. Oui. Et j'étais à 2 yeux à Kamwasé. Et je me rendais compte que les gens passaient des nuits dehors. Donc, du coup, moi, en tant qu'ingénieur, je me pose la question, mais pourquoi est-ce qu'on passe des nuits dehors? On m'explique que c'est parce qu'il fait chaud à l'intérieur. Donc, je me dis, ben, s'il fait chaud à l'intérieur, c'est à nous de trouver donc les solutions à nos problèmes. Donc, c'est là, en fait, d'où est née l'idée. Et après, en 2011, j'ai fait un stage au niveau de la mairie, spécialement dans les déchets plastiques. Je me suis rendu compte que uniquement à Ouaga, près de 16 000 tonnes de déchets plastiques sont produits chaque année. C'est ça. Dont 12 000 être recyclables. Et quand j'ai donc poussé un peu les études plus loin pour voir quelle est la quantité qui est recyclée, il y avait très peu. Ouais. Donc c'est là en fait où l'idée est venue, mais pourquoi ne pas donc transformer les propriétés isolatoires du plastique pour en faire donc des toitures. Et tout jeune étudiant, l'idée était partie de là et bon, c'était un peu difficile de convaincre et de mêler les études et ce projet. Mais très rapidement, avant même de finir de soutenir, j'ai eu la chance d'avoir un concours international. C'est ça qui a en fait boosté l'idée et ce qui m'a donc démontré que ce n'est pas aussi une idée aussi qu'il faut lâcher. Donc du coup, voilà comment on a poursuivi. En fait, le gros challenge, c'était vraiment d'avoir un prototype qui permet donc de pouvoir répondre à l'aspect isolatoire, aux exigences du bâtiment. Vous savez, quand on parle de toiture, il y a la résistance au feu, il y a la résistance aux UV, il y avait ce challenge. Justement, la résistance au feu, parlons-en. Tout à fait. Pour un toit en plastique. Tout à fait. Il faut reconnaître que bon, c'était le plus gros challenge. Ce n'était pas de faire en fait des toits, mais c'est de faire des toits avec des normes. Donc du coup, on a travaillé avec le laboratoire Écomatériaux du Désir, on a travaillé avec le laboratoire des arts et métiers, on a travaillé avec le laboratoire ITEC qui est spécialisé dans les plastologies. Donc cette partie nous a permis en fait donc, de pouvoir développer, d'avoir une idée sur tous les adjuvants qu'il fallait charger la matière plastique brute pour pouvoir lutter contre le feu, lutter contre le vent. Non, pas le vent, parce que le vent vient en 3e position. Lutter contre le soleil. Vu que c'est un toit, les rayons UV, en principe, dégradent la matière plastique. Donc, du coup, ça, c'était le gros challenge. Et le fait donc de pousser cette étude plus loin, ça nous a fait en fait de découvrir en fait qu'on pouvait avoir des produits tels que les tables bancs, les meubles, sans pour autant pousser les études très loin. OK. Donc, l'objectif, c'était le toit. Tout à fait. Et en route, vous avez découvert le table-banc. Vous vous êtes dit, génial. Et on est toujours en route. Oui. On a déjà lancé encore un nouveau produit qui sont les balises routières. Parce qu'on s'est rendu compte que au niveau donc, de la plupart des rivières, dès qu'il y a la crue, on ne sait pas en fait où se trouve le passage. Donc, on a développé les balises routières. Au niveau aussi de la plupart de nos voies, il y a moins de balises lors des virages. Donc, ce sont ces différents types de produits. Là, par exemple, vous avez une image de nos tables bancs. Ça, c'était une commande spéciale de Nestlé. D'accord. Et on a personnalisé dans de Nestlé.
Et C'est des tables bancs tout en enfin, avec naturellement le support en fer, sinon tout le reste c'est du plastique. Tout à fait. D'accord, ok. Et pour Gaffrey, à quel moment vous avez décidé de faire donc, du recyclage en plus? Parce que si je m'en tiens au nom, c'est pour la relance économique du Houé. Donc c'est dire que c'est des femmes, oui, les hommes souffraient que je le dise, c'est des femmes qui se sont levées et qui ont décidé qu'il fallait que les choses changent. Que la capitale économique devait être la capitale économique du Burkina. Donc, elle bosse pour ça. Mais à quel moment le recyclage, la récupération entre dans vos projets? Bon, c'est par rapport à la directrice qui est Madame Iliboudo qui a eu l'idée parce que sa maman faisait l'élevage des moutons. Et à chaque fois, elle voyait quand vraiment il y a un mouton vraiment qui souffrait ou qui mourait, on déplace les sachets. La cause, c'est les sachets plastiques. Donc, elle avait toujours en tête comment faire pour aider les éleveurs, pour aider. Et c'est dans ça et la Banque mondiale a lancé le concours en 2002. Et elle a postulé avec le nom de Gaffrey en 2002, avec ne serait-ce que l'idée, avec l'idée seulement. Et c'est là on a eu le 10e prix. D'accord. Donc, j'essaie en fait de faire le parallèle des deux parce que ça fait deux aspects quand même du déchet plastique qui ressort là. Là, en fait, c'est la quantité énorme qui a impressionné M. Thiam qui s'est dit c'est pas possible, il faut faire quelque chose. Et c'est carrément l'impact direct sur, pour un pays sahélien où l'élevage occupe une place importante, qu'on se retrouve à perdre du cheptel parce qu'il y a des sacs plastiques directement qui se baladent dans la nature parce qu'après l'avoir utilisé, on l'a mis à la poubelle, une poubelle qui n'est pas fermée, le vent qui se promène, qui soulève ça, les animaux qui mangent, qui meurent. Donc ça fait une grosse perte pour l'éleveur et pour tous ceux qui travaillent en fait dans la chaîne de l'élevage. Donc ça veut dire que c'est vraiment énorme, les conséquences de l'usage du sac plastique. Mais on va dire que c'est comme je le disais en début, à la base, le sac, ce n'est pas un déchet, c'est un objet d'utilisation, puisqu'il est censé être un contenant. Donc c'est un emballage, il est censé nous servir, on l'utilise au quotidien. Et j'ai envie de vous demander si aujourd'hui, vous en utilisez encore ou pas des sacs plastiques. Nous, au Gaffrey, on n'utilise plus les sacs plastiques, parce qu'on a les objets, on a fait des sacs où on peut faire les courses avec, on peut faire le marché, on peut faire tout avec, même des sacs où si tu voyages pour 1 jour ou 2 jours, tu peux mettre tes habits dedans. On a des sacs pour les toilettes, on a tout. Donc, en tout cas, nous, au Gaffrey, on a sensibilisé nos femmes et puis on fait même la sensibilisation des écoles à Bobo avec les élèves parce que quand tu veux faire passer une idée, il faut passer par les enfants. Ça passe beaucoup mieux parce que quand l'enfant est sensibilisé et pas il dit maman on a dit de ne pas faire ça, c'est pas bon. Donc on fait la sensibilisation dans les écoles et puis on part avec les sacs, les objets finis qui sont les trousses d'école, qui sont les sacs d'école et puis ils voient, ils savent que, et puis on leur dit, c'est pas bon. C'est même pas bon pour la santé de l'homme. C'est ça. Et c'est même pas bon pour la nature parce que après là où il y a les sachets, l'arbre ne pousse plus. Et puis ça ternit même tout. Donc on se dit qu'en passant par les enfants, on peut atteindre les grandes personnes. Donc tu es en train de lutter pour quelque chose. Pourquoi tu vas l'utiliser encore? C'est ça. Donc on ne l'utilise plus. Ok, ça c'est super, je suis contente de l'entendre. Je me tourne vers Teco, chez Thiam sans H. Bon, je ne dirais pas qu'au sein des Teco, on n'utilise pas les matières plastiques pour être honnête. Je dirais plutôt qu'il y a une certaine éco-citoyenneté d'utilisation de la matière plastique qu'on essaie donc de prôner au sein des Teco. L'idée c'est quoi? L'idée en fait c'est de faire comprendre aux gens que la matière plastique elle contribue en fait à la pollution et c'est de montrer en fait les différents côté négatif et de sensibiliser les gens pour, par exemple, un produit comme le pain, je n'ai pas besoin de l'emballer dans un sachet plastique. Je peux le mettre dans un papier. Maintenant, pour un produit, par exemple, comme le poisson, je peux utiliser plutôt une casserole au lieu de prendre carrément le sachet plastique. Et donc, du coup, l'idée pour nous, en fait, c'est de partir, c'est d'appuyer en fait les 3 R. La première règle, c'est quoi? C'est
refuser. C'est-à-dire, bon, je pars à la boutique, je veux payer une coca, je ne suis pas obligé d'accepter qu'on met dans un sachet plastique. D'accord. Mais par contre, si le produit, par exemple, que je dois payer, c'est comme du riz, où j'ai besoin d'un sachet plastique, si j'utilise ce sachet plastique, j'utilise le deuxième R, qui est réutilisé. C'est-à-dire, je n'arrive pas, je jette directement. Parce que le gros problème du sachet plastique, c'est l'usage unique. Oui. C'est le fait que dès qu'on a utilisé, par exemple, vous prenez quelqu'un qui va partir au marché, il va payer de la tomate, du riz, il va prendre plusieurs sachets et dès qu'il arrive à la maison, il jette. Oui. Pourtant, la même personne, s'il était venu avec ses sachets, dès qu'on le sait, il met à l'intérieur, il garde les sachets. C'est plus cette idée. Et concernant donc l'éducation, effectivement, c'est ça en fait la base. C'est que bon, au sein des TECO, on a initié deux types de formations. On a commencé d'abord par les formations professionnelles au sein des associations parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a pas mal de travail qui est fait sur le terrain pour sensibiliser, mais tant que celles qui collectent ne sensibilisent pas directement au niveau des ménages, c'est difficile. Donc on essaie donc de leur faire comprendre dans la collecte, vous pouvez certes utiliser la charrette normale, mais aussi utiliser un sac. Et le sac va vous permettre donc de pouvoir récupérer, de pouvoir expliquer aux gens pourquoi au niveau de nos poubelles, on doit avoir au moins deux types de poubelles. Il faut avoir un qui est pour tous les déchets et l'autre qui est uniquement pour les matières plastiques. D'accord. Donc du coup, ça, c'est les différentes stratégies qu'on essaie de mettre en place. Et au niveau des établissements scolaires, on a lancé la formation qu'on appelle éducation environnementale, qu'on a eu le soutien donc, du Fonds suisse, qui nous a appuyé en fait, pour pouvoir donc, former le maximum donc, de personnes ici au Burkina et à Bobo et dans d'autres régions. Et l'idée, c'est quoi en fait? L'idée, c'est de pouvoir créer une économie circulaire, donc de former les plus jeunes sur l'enjeu et l'importance de la gestion durable des déchets, notamment des déchets plastiques. Former les associations sur sur l'économie, sur la richesse, que ce n'est plus un déchet, voilà le business derrière cette matière. Oui. Et maintenant, leur montrer qu'il existe des structures qui peuvent récupérer cela pour faire des produits utilitaires tels que des tables bancs. Et à chaque formation qu'on fait auprès des établissements scolaires, on vient avec nos tables bancs pour les démontrer parce qu'en fait, tant qu'on n'a pas vu, tant qu'on n'a pas vu, on n'a pas touché, ça reste toujours comme si c'était de la science-fiction. Mais une fois qu'on voit, on touche, on comprend que le problème, elle est là. Donc du coup, les 3 R, c'est quoi? Refuser, réutiliser, recycler ou bien le upcycling, c'est-à-dire, bon, je prends la bouteille plastique, la bouteille d'eau, par exemple, prenons la bouteille d'eau Lafi, au lieu de la jeter, je la transforme, par exemple, en un petit produit de jardin où je mets la terre à l'intérieur et je plante quelque chose qui peut regermer. Ah, c'est super ça. Alors, donc, vous avez réussi à ne plus l'utiliser, vous utilisez, mais de façon super réglementée. Est-ce qu'à Ouaga, c'est possible de vivre sans sac plastique? On a posé la question, on écoute les réponses et on revient. Pour diminuer l'utilisation des châssis, on peut utiliser les paniers pour payer nos condiments, utiliser les plats pour payer à manger. Bon, si toutefois ici au travail, en tout cas, moi je paye ma nourriture avec des sachets plastiques. On peut avoir aussi d'autres solutions pour remplacer les sachets, comme des kits. Nous, on vend avec sachets plastiques, on met la nourriture là-bas, la nourriture saute, on met là-bas, mais c'est pas bon. Mais nous, on va faire comment? On utilise ce genre de sachets parce que souvent, on n'a pas le choix. Tu peux arriver quelque part, tu achètes à manger et il n'y a pas de kit. Et encore, on a appris que ce n'est pas bon pour la santé. Si c'était un truc qu'on pouvait évoluer ça comme dans le pays, Ghana, Nigeria, les autres pays, et puis partout, tu peux avoir les kits, les biodégradables. C'est plus mieux que les sachets noirs. Le gouvernement aussi n'a qu'à voir ça. Parce que si les paniers, les kits deviennent moins chers et puis on peut avoir ça n'importe où, tout le monde va acheter. À la semaine comme ça, on peut utiliser 200, 300. On les utilise pour vendre nos produits avec. Souvent, c'est comme si on me l'imposait. Quand je vais dans les stations, comment on appelle, les alimentations et autres, en ce moment, on nous propose des sachets plastiques afin de mettre nos marchandises là-dedans. Souvent, ils peuvent nous proposer jusqu'à 5-6 sachets pour le stock que nous avions. Je pense que l'État avait pris des décrets pour minimiser un peu l'utilisation de ces sachets au Burkina. Mais ces décrets peut-être n'ont pas pu être appliqués comme il se devait. Et tout ce que moi je peux dire, donc à tous les niveaux, qu'on utilise le moins possible les sachets plastiques ou à défaut les remplacer par d'autres sachets qui peuvent être biodégradables. Définitivement, on peut voir que c'est dans nos habitudes. Et j'ai vu Mme Traoré, j'ai envie d'avoir votre appréciation des réponses des gens. C'est ça. Parce que quand nous on était enfants, nos mamans partaient au marché avec des paniers. C'était des seaux soit noirs ou des seaux qu'on pouvait porter.
en ce moment, c'était les papiers. Oui. Les papiers, on emballait tout dans les papiers. Les, Moi, en tout cas, j'ai papiers journal. Oui, j'ai grandi comme ça. C'est ça que j'ai vu avec les mamas, où on met les trucs dans les comment on appelle cette histoire, dans les papiers. Mais maintenant, le sachet est rentré dans nos habitudes. Dans nos habitudes, mais c'est des habitudes qu'on peut laisser. On peut laisser. Moi, je dis, on peut laisser et on les laisse et puis on est fiers dedans. Parce que les sachets, il y a des moments quand tu prends, chez toi-même à la maison, c'est encombrant. Tu vois, c'est beaucoup encombrant. Genre, nous, au Gaffrey, au centre, on achète le kilo de sachets à 100 francs. D'accord. Les femmes qui ramassent les sachets. Parce que quand tu dis à quelqu'un, il faut aller ramasser les sachets, venez me donner, je vais transformer à quelque chose, la personne ne va pas le faire parce que c'est dans les poubelles. C'est ça. Mais quand la personne sait que quand j'amène 10 kilos de sachets plastiques, j'ai au moins 600 francs ou quelque chose de ce genre, ou 1000 francs, je ne sais pas. La personne est partante. Ben oui. Maintenant, celle qui lave, les femmes qu'on a pris pour laver les sachets, parce qu'il faut laver les sachets, il faut les laver pour que ça soit propre comme ça. Exactement. Voilà. C'est un résultat fini. Voilà. C'est magnifique. Franchement, voilà. On ne dirait Donc, pas. le sac que nous, on a acheté à 600 francs, on donne aux femmes qui vont le laver à 1000 francs. D'accord. Le sac acheté à 600 francs, on donne à la femme qui va le laver à 1000 francs. Mais ce n'est pas elle qui donne l'eau, c'est-à-dire elle a l'eau, elle a le savon, elle a l'eau de javel. Elle lave juste. Juste. D'accord. Sa main-d'œuvre est 1000 francs. Oui. Maintenant, on prend ces sachets déjà lavés, séchés, et on donne à un autre groupe de femmes qui doivent faire la découpe et puis le tissage. Okay. Et elles savent que, non, on dit la couverture. Elles savent que si elles arrivent à faire une couverture, elles ont 4000 francs. D'accord. Et si je me dis que dans la journée, moi je peux faire, parce qu'on a une dame qui s'appelle Madame Zouré, en une journée, elle peut faire 3 couvertures. Eh bien. On a Mariam aussi, on a beaucoup de femmes comme ça qui peuvent faire 3 couvertures. Super motivées. Voilà, super motivées. Oui. Et maintenant, elles sont payées. Avant, on les payait tous les jours. Et puis, on avait une qui a essayé de nous organiser pour qu'on les paye à la fin de la semaine. Mais des fois, il y a des femmes qui disent, bon, il faut laisser, je veux prendre l'argent là pour faire quelque chose avec. Vous imaginez que 4 000 fois 3, ça fait 12 000. À la fin de la semaine, on te paye. Tu es plus payé qu'une personne qui est payée à la fin du mois. Donc, dans le centre de recyclage en tant que tel, on est 112 femmes et 5 hommes. Donc, ça fait 117. Il dit enfin des hommes. On a les hommes, nous on travaille avec les hommes et puis... Les hommes font quoi pour que M. Thiam soit content? M. Thiam... Parce qu'il dit enfin des hommes. Quand on a commencé le tissage avec les trucs, donc c'est les hommes qui faisaient la couture. D'accord. Et puis en 2011, avec l'appui de l'ambassade du Canada, on a pu former 10 couturières. D'accord. Donc, on ne sera pas ingrate et puis laisser les hommes. Mais non. On a dit, il y en a qui sont toujours les hommes, on va vous donner certains modèles, vous allez le faire. Voilà. Et puis, les 99% de nos sacs sont faits par les femmes. Je rappelle que c'est le groupement d'action des femmes. C'est pour les femmes. Vous comprenez. Et puis, là où il y a la fonte, on est aidé par un homme. Voilà. D'accord, ok. Donc, toujours est-il, on travaille avec les hommes. Et puis, celui qui circule avec le tricycle, c'est un homme. Et tout donc, ça. Toujours est-il, on travaille avec 5 hommes. Et puis, donc, Mme Traoré estime qu'on peut laisser tomber l'usage du sac plastique. Carrément. Parce que vous avez réussi à relever le défi. J'ai envie de poser la même question à M. Thiam. On parle d'aujourd'hui. On est en 2020, dans le Ouagadougou que vous connaissez. Est-ce que vous estimez que c'est envisageable? Je dirais oui, c'est envisageable de laisser les sacs plastiques. Parce qu'en fait, la question est de savoir à quelle fin ce sac m'apporte et quels sont les produits substitutifs que je peux utiliser pour ne pas utiliser ce sac. D'accord. À quoi bon prendre une matière ou bien un emballage que vous utilisez une seule fois et polluer la nature pendant 400 ans, c'est-à-dire vous, vos petits-enfants et vos petits-petits-enfants retrouveront la même matière qui va polluer notre terre. Pourquoi ne pas penser à
refuser. Moi, en tout cas, c'est l'option le plus... Parce qu'en fait, C'est vrai que la proposition... la réalité, elle est là. C'est que oui. quand vous partez, par exemple, à la boutique, Oui. et le boutiquier vous emballe et vous dites non, c'est un choc pour lui. Oui. Mais je me dis, par exemple, avec la formation auprès des plus jeunes, s'ils adoptent ce comportement, parce qu'en fait, la réalité est, contrairement à maman, nous, on est nés Trouver le sac plastique. plastique. Donc, du coup, on était habitués à cet usage, Oui. mais par manque de formation, ou bien par manque d'information sur les méfaits de ce plastique sur notre environnement, on a pris l'habitude, on a pris goût, si on peut le dire en français facile. Parce qu'en même temps aussi, refuser, il y en a qui diront « oui, je refuse, mais je fais comment ?» Parce qu'on a également perdu le réflexe de prendre un contenant pour aller faire nos courses. La maman l'a dit, Madame Traoré a dit, on part avec un sac ou un seau ou un panier au marché. Aujourd'hui, en général, on part bras ballants au marché ou au supermarché. C'est ça qui est le plus, je dirais, aberrant. Oui. C'est le fait que je m'en vais faire des courses. Oui. Je dis bien, je m'en vais faire des courses, mais je m'en vais bras ballants. Oui. Et je reviens avec 10 sachets. C'est ça. Et dès que j'ai désemballé tout ce que j'ai payé, les sachets se retrouvent directement dans la poubelle. Pourquoi ne pas changer la manière de faire? Pourquoi ne pas adopter ce que maman disait, utiliser les méthodes anciennes, repartir au marché avec des récipients et réduire le maximum de matières plastiques. Et en plus, le seau, il ne risque pas de se casser en route pour que votre marchandise se trouve sur la feuille de route. Les seaux que moi j'ai connus, avec le petit seau noir là. Il y a les petits seaux noirs, il y a les paniers de la ménagère où c'est un peu troué. Oui. Voilà, c'est ça nos mamans utilisaient et c'est ça, avec ça on nous commissionnait au marché. Et quand tu pars, tu achètes ta viande, on emballe ça dans un papier, on te donne la tomate, tu poses, c'est-à-dire en ce moment ça amène la femme à savoir ranger son panier. Forcément. Voilà, tu sais que si tu poses les oignons sur la tomate, c'est ça. Donc, tu poses tout ce qui est lourd en bas, et puis le reste, tu le mets en haut, et puis tu reviens tranquillement à la maison. Et puis, de un, ta maison ne sera pas salie, l'environnement ne sera pas sali. Je me dis que nos gouvernements doivent beaucoup mettre l'accent sur l'interdiction. Nous, on utilise des sachets pour faire les sacs, mais nous, on est pour l'interdiction stricte des sachets plastiques. Parfaitement. Je ne sais pas si je peux un peu aller un peu en profondeur, parce que les sachets qu'on a maintenant, de nos jours, on dit que c'est des sachets biodégradables. Archi faux. D'accord. Archi faux. On a pris nos mentalités avec. Quand vous prenez les sachets, prenez le temps de lire. C'est oxo. Biodégradable. C'est oxo-biodégradable. Et ça veut dire quoi, oxo-biodégradable? Les sachets biodégradables, nous on a connu les sachets biodégradables avec nos amis européens qui venaient de la France ou l'Italie ou quelque part. Ils amenaient les sachets en couleur parce qu'ils ont trouvé notre idée très bonne. Ils amenaient les sachets pour nous. Les sachets dégradables, biodégradables, ils ont une durée de vie de 3 ans. Ça, je vous le dis. Une durée de vie de 3 ans. Tu fais un sac comme ça avec... Tu as 3 ans à faire. Et après les 3 ans, ça commence à s'effriter un peu. Là, tu sais que le sac est fini. Oui, c'est fini. C'est fini. Il n'y a pas de souci. Mais les sacs oxo biodégradables, ça, je vous donne durée de vie, si c'est trop, c'est 2 semaines. D'accord. Parce que si je dis c'est 2 semaines, tu as pris le sachet, tu pars à la pharmacie, on met tes produits dans le sachet, tu amènes, tu as ça chez toi dans la chambre. Une semaine après, quand tu prends dans ta main, toi-même dans ta main, ça se dégrade. Madame Traoré, on revient sur ça, parce que justement, vous avez dit que vous aimeriez qu'on passe à l'interdiction. Et on a envie de savoir ce qui se fait ailleurs, parce qu'il y a des pays effectivement qui ont réussi à interdire très clairement et très strictement l'usage du sachet plastique. Ce n'est pas encore le cas ici, ni au Bénin, mais on va échanger avec une dame du Bénin qui milite également pour l'interdiction du sac plastique. Il s'agit de Madame Sandra Idossou. Si elle est au téléphone, on va échanger avec elle pour savoir comment ça se passe à son niveau. Allô?
Je suis là. Bonjour madame. Bonjour, comment vous allez? Je vais très bien et vous? Ça va également, c'est un grand plaisir de vous avoir au téléphone. Ben, moi aussi. Alors, on sait que vous êtes une femme qui est très engagée pour lutter contre la prolifération des sacs plastiques. Moi, j'ai envie de savoir pourquoi. Alors, pourquoi? Parce que, bon, d'abord, je suis très contente de participer à votre émission. Je ne suis pas environnementaliste. J'ai juste eu la chance de vivre pendant 10 ans dans un pays propre, dans un pays ordonné. Et donc, après avoir vécu 10 ans au Rwanda, je suis rentrée au Bénin il y a 3 ans. Et j'ai été catastrophée par la quantité de plastique sur nos bords de route. J'ai été surtout choquée parce qu'ici au Bénin, on utilisait le sachet plastique pour emballer de la nourriture. Ouais. Quand je voyais les enfants prendre de la bouillie chaude, des sauces, du riz, enfin bref, tout ce qu'ils mangeaient était emballé dans les sachets plastiques. J'étais tellement scandalisée que je me suis posé la question, mais est-ce qu'on ne peut rien faire? C'est quand même pas normal. Quand tout le monde sait que le sachet est fabriqué avec du pétrole, qu'on laisse les populations manger dans ce sachet plastique. Et donc, ne sachant pas quoi faire, parce qu'à un moment donné, j'ai eu une tante malade à la maison qui voulait de la cassa. La cassa, c'est une boule de pâte ou de maïs qui, en temps normal, est emballée dans une feuille de thé. Donc, on a cherché cette akassa qui est un aliment commun, traditionnel, un peu dans toutes les rues de Cotonou. On n'a pas trouvé. Tout ce qu'on trouvait comme akassa était emballé dans les sachets plastiques. Et à un moment donné, j'ai dit, mais c'est pas possible. Donc, j'ai lancé une pétition pour faire interdire le sachet plastique par nos députés. La pétition a pris. Les députés se sont penchés sur ce dossier et quelques mois après, on a eu une loi qui a été votée pour interdire le sachet plastique. D'accord. Mais alors, en fait, je voulais qu'on revienne un peu sur le modèle quand même du Rwanda que vous avez cité comme exemple. Comment ça se passe au Rwanda pour qu'il n'y ait pas de sacs plastiques? Alors, moi, je suis arrivée au Rwanda en 2007, donc c'était l'année où le sachet venait d'être interdit. Une fois que ça a été interdit, la sensibilisation a été faite dans les quartiers. C'est-à-dire que ce qu'ils appellent les Umudugudugu, c'est vraiment les cellules dans les quartiers. La sensibilisation est passée. Et une fois cette sensibilisation passée, on a eu tout de suite une solution de rechange. C'est-à-dire qu'on n'est pas resté à se poser 10 000 questions. Du jour au lendemain, les sachets ne sont plus rentrés dans le pays et en lieu et place, c'était des emballages papier. Donc, le changement du sachet aux emballages biodégradables s'est passé très facilement. Ça n'a pas été compliqué, ça n'a pas été aussi difficile à mettre en place. Alors que nous, par exemple, au Bénin, c'est difficile parce que malheureusement, au lieu que la loi interdise le sachet tout court, la loi a mis en place, enfin la loi accepte, autorise les sachets non biodégradables. Ce qui fait qu'on a eu une multitude de sachets qui sont rentrés dans le pays. Ils avaient juste des couleurs différentes. Et pour nos populations, c'était pas les sachets non biodégradables. Donc du coup, passer enfin, cette interdiction n'a pas vraiment pu avoir les effets escomptés. D'accord. Mais au-delà du fait qu'il y ait une loi qui soit prise pour l'interdiction, qui naturellement, je le pense, est très important pour la lutte au niveau de la population, parce que j'ai lu quelque part que vous estimez à 10 le nombre de sachets utilisés par famille par jour au Bénin. C'est-à-dire que c'est dans les habitudes de consommation. Est-ce qu'on peut laisser tomber ça aussi facilement? Je pense que oui. Pour moi, c'est faisable. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, après avoir passé 3 ans à sensibiliser nos populations, je pense qu'aujourd'hui, le problème ne se situe pas au niveau des populations. Les populations, malheureusement, continuent, c'est vrai, à utiliser les sachets plastiques parce que ces sachets sont disponibles. Si du jour au lendemain, nos autorités ferment les entrées de ces sachets plastiques, nos populations vont passer à autre chose. Aujourd'hui, quand je dis 10 sachets par jour, c'est parce qu'on utilise le sachet pour faire ses besoins. On utilise le sachet pour emballer la nourriture. On utilise le sachet pour boire de l'eau. On utilise le sachet pour tout. Et donc, si aujourd'hui, nos autorités sont en mesure de fermer les entrées, parce que les sachets, la plupart des sachets ne sont pas produits ici localement. Ils sont produits dans les pays frontaliers et ils traversent nos frontières pour entrer dans ce pays. Et donc, comme la loi le stipule, il faut qu'au niveau
niveau de nos postes frontaliers que, effectivement, ces cargaisons de sachets soient arrêtées avec des amendes. Il y a même des amendes, il y a même des peines d'emprisonnement pour tous les importateurs, pour tous les commerçants. Donc, je pense que si on met en place toute cette rigueur au niveau de ce que prévoit la loi, nos populations vont aller vers d'autres types d'emballages. Parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'on se casse, on a l'impression qu'avant le sachet, il n'y avait pas d'emballage. Il y a toujours eu d'autres emballages. Je donne toujours l'exemple en disant, moi, quand j'étais petite et que j'allais acheter du pain, je sortais de la maison avec un torchon. C'est ça. Aujourd'hui, dans les maisons, les gens ne sortent plus avec de torchons pour aller acheter du pain. Aujourd'hui, dans les maisons, pour aller acheter à manger, on sort de la maison les bras ballants, on va dehors et on achète dans le sachet et on ramène. Donc, je pense que si le sachet n'était plus disponible, si on n'en trouvait plus, nous allons tranquillement repartir sur les vieilles habitudes qu'on avait. Exactement. Et c'est ce qu'on se disait ici. On a perdu le réflexe de sortir avec un contenant, on sort bras ballants. Mais j'ai envie de savoir, pour ce qui concerne le sachet biodégradable, est-ce que c'est une alternative qui peut aider ou ça ne change pas grand-chose? Alors, pour nous, notre mouvement s'appelle sachet rééloué. Rééloué en langue locale, ça veut dire malédiction ou catastrophe. C'est tout simplement pour expliquer que le sachet est une malédiction sur plusieurs générations. Nous sommes contre le sachet sous toutes ses formes, que ce soit biodégradable, oxodégradable, parce que toutes ces terminologies rendent la lutte compliquée. Les populations dans les marchés, dans les villages, ils n'ont pas le temps de dire oui, celui-là, il a l'air jaune, il a l'air blanc, il est avec de l'amidon. Nos populations ne peuvent pas comprendre toutes ces terminologies. Donc, il vaut mieux dire non carrément au sachet et passons à autre chose. Passons au papier, passons aux feuilles, passons au sac, passons au panier, à d'autres contenants. Mais pour nous, c'est non carrément au sachet parce que le fameux non biodégradable ne l'est pas vraiment. Parce que l'oxodégradable, enfin, pour ceux qui comprennent la différence de toutes ces terminologies, c'est que le sachet va se défragmenter, mais la matière qui a été utilisée pour le fabriquer restera toujours dans le sol et donc dans notre environnement, ce qui fait que c'est toujours pas bon pour notre environnement, même si visuellement on ne le voit pas, mais il reste dans la nature. C'est pour ça que nous sommes contre le sachet et comme je dis souvent, nous avons plusieurs types d'emballages. Retournons juste vers les emballages disponibles, les feuilles, les papiers, les glaciers, les bouteilles, les paniers, les sacs réutilisables, les sacs en tissu. Et nous allons nous rendre compte que le sachet, il a l'air aujourd'hui pratique, mais on peut au fait s'en passer. C'est ça. Et on a bon espoir pour une Afrique sans sac plastique un de ces jours ou pas? Si, il faut y croire. Je veux dire, si d'autres pays ont réussi à le faire, pourquoi pas dans notre pays? Tout n'est qu'une question de volonté politique. Si on veut, on peut y arriver. Le Congo-Brazzaville a voté une loi pour interdire le sachet plastique. J'ai été témoin aussi de cela du jour au lendemain au marché. Et il fallait se débrouiller pour faire ces emplettes. Donc, je pense que si on veut, on peut y arriver. Et moi, je reste optimiste que même si aujourd'hui, 3 ans après, la loi peine à être mise en application parce que nos autorités pensent peut-être qu'elles ont d'autres priorités, je pense qu'il ne faut pas baisser la garde et il faut continuer par sensibiliser d'abord les populations qui sont les premières à les utiliser et à s'intoxiquer, mais aussi continuer par lancer l'alerte pour que nos populations prennent les bonnes décisions. Merci beaucoup Sandra Idossou pour le temps et pour toutes les informations. C'était un plaisir. Merci. Et en tout cas, on croise les doigts pour que la lutte continue, pour que la loi dans la belle forme finalement soit prise et que dans nos marchés, dans nos rues, dans nos poubelles, il y ait moins de sacs plastiques. Moi, j'ai envie de savoir, quand on dit moins de sacs plastiques dans nos poubelles, est-ce qu'à quelque part, ceux qui sont dans le recyclage se disent « Ah, mais si on n'a plus, c'est-à-dire que nous, on n'a plus de matières premières » ou est-ce que vous êtes rassurés parce que depuis le temps qu'on en utilise, on en a tellement que vous pouvez voir l'avenir sereinement? Bon, ça, c'est une très bonne question. Moi, je pense que ça, c'est l'une des questions premières que TECO a eues depuis près de 10 ans aujourd'hui. C'est de savoir, certes, vous êtes sur l'interdiction des matières plastiques. Et si on interdit, vu que votre matière première, c'est effectivement à base de déchets plastiques, que devient TECO? C'est ça. Ça, c'est la question phare. Et du coup, je vais répondre très simplement. Il faut le savoir qu'il y a ce qu'on appelle
le business model de la structure. D'accord. Donc, dans notre business model, on utilise en fait le produit, les recherches et développement. On passe par en fait avec du plastique neuf, c'est-à-dire du plastique vierge qui n'est pas transformé en sac plastique. On a des produits plus résistants et plus performants. Et des toitures qui ont des propriétés nettement mieux que celles faites en matière recyclée. Mais dans la politique de l'entreprise, on a voulu s'attaquer aux problèmes présents qui étaient en fait les déchets plastiques. Rien ne sert à TECO de prendre la matière et fabriquer des tables bancs super durs. Pourtant, dans notre nature, on est pollué par ce qu'on appelle les déchets plastiques. Donc, on a préféré donc s'attaquer à un problème crucial tout en résolvant donc deux autres aspects qui étaient la découpe de bois et puis le manque criable de tables bancs au sein de nos établissements scolaires. Sans compter les conditions de vie dans nos maisons. Tout à fait. Il y a beaucoup de problèmes qui sont réglés. Donc, du coup, pour notre politique, c'est de militer à l'interdiction d'utilisation des sacs plastiques. D'accord. Parce que la réalité est que quand on fait le pour et le contre, on a plus de contre que de pour d'utilisation dans des sacs plastiques. Et en réalité, moi, j'ai envie de dire, votre matière première, elle n'est pas perdue. Vous recyclez parce qu'elle se retrouve dans l'environnement. Sinon, elle existe, puisque c'est des résidus de pétrole. Et que le pétrole est toujours extrait et traité, donc la matière première ne manque pas. Et de très bonne qualité. Elle viendra plus propre. Et de très bonne qualité. Je pose la même question à Mme Traoré. Parce que vous, par contre, vous êtes vraiment dans la récupération de ce qui est dans l'environnement, dans la nature. Donc vous, est-ce que vous estimez que si un jour on arrive vraiment, et moi je pense qu'on peut vraiment y arriver, parce que vous aussi vous y croyez, à ne plus avoir de sacs plastiques dans nos rues, dans nos marchés et dans nos boutiques au Burkina, est-ce que vous estimez qu'il va falloir revoir votre stratégie ou vous êtes sereine? Nous, on est tout à fait pour l'interdiction totale des sachets plastiques. Parce que nous, on utilise les sachets plastiques pour faire les sacs, qu'on va nuire à toute la population. Non, nous, Gafré, ce n'est pas uniquement les sachets plastiques. Gafré fait beaucoup de choses. D'accord. On est dans l'agroalimentaire. On est dans les plastiques durs où on fait la pyrolyse. On fait le sable de verre. On broie les verres pour faire du sable avec. En fait, vous faites le processus inverse. À la base, on utilise le sable pour faire le verre et vous utilisez le verre pour refaire du sable. Donc franchement, il faut que je vienne à Bobo pour vous rendre visite. Non, je sens que je vais beaucoup apprendre avec vous. Et... Vous serez la bienvenue. Ça nous fera beaucoup plaisir. Donc, on a beaucoup d'idées. S'il n'y a pas ces sacs-là, il n'y a pas de souci. On fait le faso d'Anfani. Nos femmes tissent le faso d'Anfani. À la base, vous tissez le coton, mais bon, comme il y a des sachets, vous contribuez à la lutte en recyclant. Voilà. D'accord. Donc, nous, ça ne nous gêne même pas du tout. Bien au contraire. Voilà. Et ce qui est même dans la nature, ça fait des années pour finir ça. Ça même, c'est des années. Pour finir ça même dans la nature, c'est des années. Si vous êtes à 18 tonnes l'an, pour ce qui est de l'environnement, sans autre chose, c'est les 1% ou bien les 0,5% que nous utilisons par an. Donc, si on arrête, on supprime carrément la rentrée des sachets plastiques au Burkina. Donc, on aura le temps de balayer tout ce qui est dans la nature et puis rendre l'environnement propre. Oui, mais au-delà de l'environnement, Madame Traoré, est-ce que vous pensez que les gens savent que mettre de la nourriture dans un sac plastique, c'est se donner des maladies? Est-ce que les gens sont conscients de ça? D'autres le savent et d'autres pas. Et ceux qui le savent sont minimes par rapport à ceux qui ne le savent pas. Donc, pour sensibiliser, c'est aller là où on ne sait pas qu'en mettant du chaud dans le plastique, on se rend malade. Et expliquer que ce n'est même pas bon pour toi-même, ta santé. Voilà, donc ce n'est pas interdire même pour la nature, mais toi-même ta santé parce que ça va t'amener des maladies. Donc, si on arrive à sensibiliser la majorité qui ne sait pas que mettre du chaud dans du plastique, c'est dangereux. Si on arrive à le faire, eux-mêmes, ils vont même plus accepter les sachets dans les boutiques. Si on refuse les sachets dans les boutiques, chez les boutiquiers, ils ne vont plus acheter les sachets plastiques. Non, parce que Sandra nous l'a dit, hein, si du jour au lendemain, on se réveille, on arrive à la boutique ou à l'alimentation ou au supermarché et qu'à la caisse, on vous dit où est votre contenant, que vous n'avez rien,
Si vous trimballez vos affaires jusqu'à la maison, je pense que demain, vous allez revenir avec un vous allez conteneur. le même jour, vous allez repartir à la maison. Même si le plastique est payant. Oui, même si c'est payant. Parce que c'est vrai qu'il y en a qui pensent, qui disent que... Réduire l'utilisation. Je pense, par exemple, pour être modéré, on peut faire à ce que ce plastique soit payant au niveau des alimentations et au niveau des boutiques. Je pense que si je viens pour prendre, par exemple, un produit qui me coûte, par exemple, non, je viens pour prendre, par exemple, une petite coca qui me coûte 400 francs, et on me dit qu'il faut emballer dans un plastique qui coûte 50 francs, je vais prendre mon coca et rentrer. Pourtant, tant que c'est gratuit, bon, je me pose la question, si c'est gratuit, il faut mettre à l'intérieur. Ah, c'est sûr. Et il y en a qui le réclament. Hein. Tout à fait. Il y en a qui le réclament. Il y en a qui réclament. Souvent, l'article est tout petit. Oui. Tu ne sais pas pourquoi il faut un sac. Mais il dit, oui, mais pourquoi tu l'emballes pas? Mets dans le sachet. Oui. Et quand tu ne mets pas dans le sachet, tu es sûr que le lendemain, il ne va plus venir dans ta boutique. C'est ça, en fait. Mais au-delà de ça, c'est vrai que quand on parle du sac plastique, on voit immédiatement ce que le contenant. Mais après, il y a plein de petites choses où il y a du sac plastique dans tout ce qu'on achète, hein, que ce soit même déjà le riz emballé dans des sacs plastiques, les petits biscuits emballés dans des sacs plastiques. On a le riz, le sucre, c'est attaché dans des sacs plastiques au kilo. Donc, pour ça, c'est quoi la solution selon vous? Parce qu'il y a des tatas au marché qui vendent des petits condiments, elles attachent, et puis elles déposent. À elles, si on leur dit plus de sacs plastiques, elles vont dire oui, mais moi je fais comment pour mon commerce? Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces dames-là? Au début, oui. Au tout début, je vais dire 75, j'avais à peu près l'âge d'aller au marché, je pouvais aller au marché. Les mamans avaient les papiers. D'accord. Des papiers. Tu achètes, on met dans des papiers, on emballe bien, on te remet. D'accord. Voilà. Moi, je me dis, il faut repartir. Il y a des passés qui sont bons. Oui. Il faut repartir dans les passés où c'est bien. Oui. Voilà, on ne doit pas aller là où c'est négatif. Mais là où c'est bien, il faut repartir là-bas. De la façon dont nos mamans se débrouillaient pour vendre les condiments au marché, et on partait, on achetait. Oui. Nos sœurs n'ont qu'à se débrouiller comme ça pour le faire. Et je sais qu'il y a d'autres même au marché, il y a d'autres femmes au marché, quand tu pars, tu ne trouves pas de sachet. Oui. Il y a des femmes, tu pars, tu ne trouves pas de sachet. Tu dis, hey, tu as un sachet pour... Elles vont te dire, ah, je n'ai pas de sachet. Oui. Parce que quoi, elles-mêmes, elles doivent aller acheter ces paquets de sachets pour venir déposer. Donner gratuitement. Voilà, donc ça fait une dépense donner gratuitement. gratuitement. C'est la gratuité qui fait que les gens demandent. Oui. Et s'il n'y a pas la gratuité, les gens ne vont plus demander. Maintenant, si toi, tu n'as que bénéfice de 200 francs ou 300 francs, tu pars acheter un paquet de sachets à 50 francs ou quelque chose. Ça diminue le bénéfice, non? C'est ça. Donc, quand tu penses à ça, que tu dois diminuer tes bénéfices pour venir donner gratuitement, je préfère garder moi mes bénéfices et puis faire autre chose avec ces bénéfices. C'est ça. Donc, si on part dans le passé positif et puis pour résoudre le problème dans le présent, je me dis que ça va aller. Donc, en fait, c'est une question de volonté en réalité. Les gens, je vous dis, là où c'est gratuit. C'est ça. C'est ça le gros problème. C'est parce que c'est gratuit le problème. La gratuité, là où c'est gratuit, on se dit, je m'en fous. Mais quand tu sais que toi, chez toi, tu te débrouilles, je dois enlever 5 francs pour aller acheter quelque chose qui ne va pas me servir, je vais jeter. Moi, en tout cas, je ne vais pas le faire. Une fois que ça serait payant, la loi le premier R serait plus mise en valeur. Le refus, c'est beaucoup plus facile de refuser puisqu'il faut payer. J'analyse rapidement. Est-ce que ça vaut la peine de payer pour prendre ce que je peux prendre et peut-être ce que je peux prendre un souvenir récupéré? C'est vrai. Parce que c'est dit qu'il faut 1 seconde pour faire un sac en plastique, 10-20 minutes pour l'utiliser, 400 à 500 ans dans l'environnement. Et pour ce qui est des biodégradables, si j'en crois ce que vous me dites, apparemment, en fait, ça se dégrade, enfin, ça se détériore vite, mais ça reste quand même dans l'environnement toujours aussi longtemps. Et qu'on mange sans le savoir. Ah oui. On mange sans le savoir. Parce que ça s'effrite. Oxo biodégradable. Parce que comme nous, on fait du recyclage, les gens qui utilisent les sachets plastiques nous amènent ces sachets chez nous pour qu'on puisse les réutiliser dans le recyclage. Mais tout ce qui est oxo bio, ça dit, le jour où vous allez venir chez nous, vous allez comprendre. Ça est là. Vous comprenez, non?
On ne peut pas l'utiliser dans le tissage. C'est pas possible de faire On ça. ne peut pas l'utiliser dans la fonte. Parce que quand vous utilisez ces sachets oxo biodégradables dans les trucs comme les pavés, ça se fend. Le ça Fabio se aussi. fend seul parce que c'est même pas fait pour être dur. Là où on peut l'utiliser, c'est dans la pyrolyse. D'accord. Il faut transformer ça. Oui. Mais quand je dis on mange, ça veut dire quand ça s'effrite, des fois ça se colle à toi. Oui. Ça se colle à toi. Si ça se colle à toi, s'il y a la nourriture à côté, ça peut rentrer. C'est petit, c'est Et tellement surtout avec les enfants qui font attention à rien. Donc, tu manges quelque chose de mauvais sans le savoir et un jour tu seras malade, tu ne sauras pas qu'est-ce qui t'a rendu malade. C'est vrai, malheureusement, ça arrive. Voilà, le vrai problème, c'est comme déplacer un problème. En fait, on a un gros problème, on le défragmente, on l'a scindé en plusieurs petits problèmes. Donc, pourvu qu'on ne voit plus le gros problème, on a résolu le problème. D'accord. En tout cas, je pense qu'on aura compris et que nos téléspectateurs qui nous regardent et qui se disent « mais comment je vais faire ?» Il fut un temps où ça n'existait pas, les sacs plastiques. Oui. Donc, c'est vrai qu'on nous dira « le monde a changé, les choses ont évolué et tout ça », certes, mais s'il y en a qui ont réussi à s'en passer, c'est-à-dire que nous aussi, on peut s'en passer. Donc pourquoi ne pas travailler à faire cela? Parce que l'environnement qui se détériore, notre santé qui s'en va, les animaux qui meurent, les plus gros perdants, ça reste nous. Même si on n'est pas directement et immédiatement touché, tôt ou tard, la boucle finira par revenir à nous. Donc il faut y penser et agir au plus vite pour que les générations à venir viennent avec de nouvelles habitudes sur une terre qui se porte mieux pour le bien de tout le monde. En tout cas, c'était un grand plaisir d'échanger avec vous. Merci. Moi, je vais couper mon ticket direct pour venir à Bobo pour découvrir plein de choses chez vous. Et Avec chez vous plaisir. également, je vais venir voir comment ça fonctionne parce que j'ai envie de dire, c'est génial de se rendre compte qu'on fait des choses merveilleuses comme ça ici. Donc, en tout cas, un grand merci à Monsieur Thiamson H. Calvi. Tout à fait. Donc, on dit également un grand merci à Madame Traoré Kadi. Merci. Et on espère que vous allez revenir. Avec plaisir. Vous êtes la bienvenue sur ce plateau et et on espère que vous allez revenir aussi longtemps. Et on vous dit bon vent dans tout ce que vous faites. Merci. Et moi, je vais passer à une autre étape de l'émission aujourd'hui parce que vous le savez, pendant 1 mois et demi, c'était tous les mardis dans le loft. Nous avons appris ensemble des astuces pour préparer notre recherche d'emploi parce que c'est important. Souvent, on a la compétence, on a les papiers, mais on se vend mal ou alors on faute sur des petites informations et ça peut nous être fatal. Donc, dans Job Astuces, avec nos amis du Waga Job Challenge, pendant 1 mois et demi, on a fait des chroniques pour vous, rien que pour votre plaisir. Et aujourd'hui, donc, on fait la grande clôture. On vous dit merci, on vous fait le bilan de ce qui s'est passé donc, pendant cette première édition du Waga Job Challenge. Et on parle juste après avec les organisateurs. Le Waga Job Challenge, je l'ai appris sur Facebook. J'ai été retenue parmi les 20 finalistes. Et après, on nous a aidé à arranger nos CV, comment se présenter dans les entretiens. Et franchement, ça a été bénéfique pour moi. Juste après ça, j'ai eu à participer à un entretien qui a aussi marché. Et je suis actuellement en stage. Maintenant, je me dis que le Waga Job Challenge nous permet de mieux nous présenter dans les entretiens, également à mieux peaufiner nos CV pour avoir plus de chance. Donc le Waga Job Challenge, en fait, c'est un projet innovant lié à l'employabilité des jeunes au Burkina Faso qui a été lancé dans le but en fait d'accompagner des jeunes en recherche d'emploi, soit déjà sur le marché du travail mais très junior, soit directement après la sortie de leurs études. Alors c'est la première édition du Waga Job Challenge. C'est un projet pilote. Compte tenu de son succès et de l'enthousiasme de la part de l'équipe et des candidats, ce sera une édition qui sera répétée l'année prochaine et les années à venir, on espère. Pour être candidat, c'était très simple. Il fallait être à la recherche d'un emploi, d'une opportunité, que ce soit un stage ou
soit un CDD, un CDI. Il fallait chercher un emploi au Burkina Faso, donc pas forcément être de nationalité burkinabé, mais en tout cas chercher un emploi à Ouagadougou ici, à être titulaire d'un diplôme minimum Bac+2, peu importe le domaine. Alors l'édition 2020, donc l'édition pilote s'est tenue du mois de février jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à la fin du mois de juin. L'édition prochaine, on n'a pas encore les dates exactes, mais ce sera à partir de janvier 2021 normalement. Nous, le bilan qu'on fait de cette édition-là, c'est vraiment, on est vraiment très contents. On est content de comment l'édition s'est passée, on est content de l'accueil des candidats par rapport à la formation et au type de démarche que nous employons, qui est assez innovante, assez disruptive. On est très content de l'alchimie qui s'est passée entre l'équipe de consultants et les candidats. Et on est également fiers d'avoir eu plus de 25 partenaires qui nous ont rejoints tout au long de l'aventure et qui ont fait partie des gens qui ont recruté même des gens de l'aventure. Donc c'est vraiment une grande joie. Et par rapport à l'édition 2021, on espère pouvoir faire les choses de manière encore plus large, donc pouvoir accompagner encore plus de personnes. On espère vraiment que ça se passera tout aussi bien. Et bien voilà, donc en attendant 2021 pour voir plus grand, plus large, Edwige sur ce plateau, ainsi que Olivier. Mais je me tourne vers Edwige parce que j'ai entendu quelqu'un qui me dit « Ah oui, mais parle vite, j'ai pas tout bien compris. » Donc, on va poser tout ça. Le Ouaga Job Challenge, c'était la première édition. Pourquoi vous avez initié cette activité? Alors, le Ouaga Job Challenge, première édition en 2020. L'activité a débuté face à notre constat qu'il y avait un problème de rencontre entre l'offre d'emploi et la demande d'emploi. Donc, les gens qui étaient à la recherche d'un emploi. Et pourquoi il y avait un problème? C'est parce que les gens avaient les compétences techniques, mais n'avaient pas forcément en fait, les qualités pour savoir se vendre. D'accord. Donc, on s'est dit, et si on les accompagnait, mais dans les qualités vraiment pour savoir se vendre, le savoir-être. Voilà comment a débuté le Ouaga Job Challenge. D'accord, ok. Et finalement, sur le terrain, vous vous rendez compte qu'effectivement, le besoin est clair, qu'il y a de l'intérêt, aussi bien de la part de ceux qui cherchent de l'emploi que des recruteurs, parce que oui, c'est vrai que souvent, on est perdu. Et j'ai envie de dire, de citer comme exemple Rachid, qui malheureusement n'est pas là aujourd'hui, qui dit « Oui, mais en fait, je cherche des stagiaires depuis, mais je n'en trouve pas. Je ne sais pas quoi faire. » Et il y en a qui disent « Oui, on cherche du travail, mais il n'y a pas de travail. » Donc, est-ce que vous avez réussi à répondre à cette question de pourquoi les jeunes disent qu'il n'y a pas de travail et les recruteurs disent les jeunes ne veulent pas travailler? Est-ce que vous avez réussi à élucider ce mystère? Non, mais c'est vrai, et c'est ce que Edwige disait dans la continuité. Ce qui a motivé aussi le Ouaga Job Challenge, c'est cette création d'opportunités. On a souvent l'impression que les opportunités sont réservées qu'aux autres. Et alors, c'est une partie de la vérité, mais c'est aussi surtout parce que, justement, on n'a pas assez de savoir-être. Donc, par exemple, on pourra revenir tout à l'heure sur les résultats du Ouaga Job Challenge, mais nous avons des candidats qui ont développé un savoir-être grâce au programme qu'on leur a apporté et qui ont réussi à trouver des opportunités derrière. Donc il y a clairement un avant et un après. Ouais. D'accord. Oui, pour répondre à ta question concrètement, en fait, je pense qu'on a réussi parce qu'on a reçu donc plus de 300 candidatures sur lesquelles on a présélectionné une cinquantaine de candidats. L'intégralité de ce groupe-là a été accompagnée, malgré les difficultés qu'on a pu rencontrer lors du projet et sur lesquelles Joari reviendra. Et on a sélectionné donc un groupe final de 20 personnes, sur lesquelles 16 ont décroché un emploi ou sont en voie de le faire au mois de juillet. C'est super. Donc ça fait un taux de réussite de près de 80%. On est très contents. Ah, c'est bien. Mais c'est vrai que quand elle dit comme ça, on a l'impression que tout a été rose, mais elle parle de difficultés. C'était quoi? Ah ouais, clairement, c'est des difficultés. Alors juste avant d'y répondre, je voulais juste rajouter quelque chose qu'elle a précisé. Parmi les 300 candidatures qu'on a reçues, on a reçu du Burkina, donc de partout, Bobo, Koudgou, mais également de sa diaspora, venant d'Afrique, de France, des États-Unis et même de Chine. Donc ça a vraiment montré qu'il y avait un intérêt sur cette question d'employabilité, mais aussi une attractivité en fait, du Burkina qui est vraiment présente et qui n'est pas tout le temps perçue. Alors les difficultés, oui. Alors, le Ouaga Job Challenge a été vraiment une magnifique aventure humaine avant tout. Et nous sommes très heureux en fait, car les résultats sont au-delà de nos espérances. Il a eu plusieurs raisons d'être avorté, principalement à cause du Covid-19. Concrètement, notre principal partenaire financier a dû sortir du projet. Beaucoup de sociétés ont dû annuler leur recrutement. On avait même du mal à trouver des salles de formation, justement, à cause de toutes les mesures de distance, etc., etc. Et malgré tout, nous y sommes arrivés et donc nous célébrons vraiment cette victoire. Et c'est aussi un très bel enseignement pour nous. On a compris qu'il fallait avoir beaucoup d'agilité, de flexibilité. Et surtout qu'il ne fallait pas baisser les bras. On se dit toujours, oui, mais alors dès qu'il y a une petite difficulté, on baisse les bras, on dit, okay, on avait toutes les raisons d'abandonner, mais on ne l'a pas fait. Et je pense qu'on a eu raison de ne pas le faire. Et pour aller un peu plus loin, pourquoi on ne l'a pas fait aussi,
C'est parce que lorsqu'on a commencé et lorsqu'on a reçu les candidats, il y avait cette lueur dans leurs yeux qui nous a transmis quelque chose de très très fort. Vraiment de très très fort. Et on s'est dit, en fait, on n'a pas le droit de les abandonner. L'équipe de consultants qui était avec nous aussi avait beaucoup d'attentes et on s'est dit, non mais en fait, on ne peut pas. Alors on a passé beaucoup de nuits blanches. mais finalement, voilà, on a réussi. Et aussi grâce à des partenaires comme vous. Hein, je reviendrai tout à l'heure dessus, mais voilà. En tout cas, nous, on était très contents parce que grâce au Waga Job Challenge, nous également, on a eu une chronique. Et j'en connais qui n'ont pas forcément participé parce qu'ils n'avaient pas entendu parler, mais qui, tout au long de ces chroniques, ont réussi également, même si parce que peut-être que vous ne les avez pas dans vos statistiques, qui ont revu leur CV, qui ont repensé leur entretien d'embauche, oui, et j'ai eu des retours. Donc, sans forcément être passé par le Waga Job Challenge, il y a eu du avant et du après grâce à la chronique qui est passée ici. Et d'ailleurs, on tient à vous dire un grand merci. Et j'ai envie de dire, vous avez quand même laissé nos téléspectateurs sur leur faim. Peut-être que, Edwige, je peux dire comment est-ce qu'ils peuvent continuer à nous suivre et aussi continuer à bénéficier de l'aventure. Oui, alors, il y a un site qui a été créé pour que tout le monde puisse en fait participer à l'aventure, même ceux qui n'avaient pas forcément été sélectionnés, sur lesquels on retrouve justement toutes les chroniques, donc des coachs qui sont venus sur ton plateau, Stéphanie. Oui. On retrouve également tout le déroulé de l'aventure avec des photos, des vidéos, des conseils des coachs et également des fiches mémo avec comment bien rédiger un CV, comment mener un entretien, voilà. Donc c'est un peu une boîte à outils et c'est également diffusé sur les réseaux sociaux. Donc on peut nous retrouver sur Facebook, sur LinkedIn et sur Instagram en tapant Waga Job Challenge. D'accord. Le site c'est www.wagajobchallenge.info. D'accord. Voilà. Janvier 2021, c'est dans 6 mois. On en parle ? Alors, on en parle, mais peut-être juste avant, en profiter de l'occasion pour remercier en fait toutes les 28 sociétés partenaires qui nous ont accompagnés. Je pense notamment à Essacan, Yilma, Yélène Assurance. Ensuite, tu vas payer la pub. Je ne savais pas qu'on n'avait pas le droit de le dire. Bon bref, Bafatech et également BF1. Parce que par exemple, tu peux nous citer encore. Redis-le. D'accord. Et également BF1. Merci. Parce que par exemple, l'opportunité que vous nous avez offerte n'était pas du tout prévue au début et c'est vraiment venu en cours. Donc vous avez fait partie des personnes qui ont su nous apporter ce vent favorable lorsqu'on avait beaucoup de difficultés pour permettre de faire rayonner le projet grâce à l'exposition médiatique que vous nous avez offert. Et donc sans vous, ça aurait été complètement différent. Oui. Donc voilà, merci. Merci beaucoup à vous. Vivons l'année prochaine parce que c'est quand même c'est très important. On est une population super jeune. Et forcément, il faut que chacun trouve sa place. Sinon, on est mal. C'est clair. Donc. Alors, 2021. Alors, avant 2021, nous, on va se reposer. Je pense qu'on en a besoin. Et c'est bien mérité. Voilà. Et on a une grosse envie. On a vraiment envie de donner une seconde vie au Waga Job Challenge qui puisse impacter beaucoup plus de personnes. Alors, il va falloir qu'on ait beaucoup plus de moyens, beaucoup plus de ressources. Donc, c'est aussi un appel à des potentiels partenaires qui voudraient faire partie de l'aventure de ce programme qui, oui, est un programme sur l'employabilité, mais qui est aussi, en toute humilité, un bol d'air frais pour nous, pour la jeunesse, pour tout le monde, surtout dans le contexte dans lequel on vit. Et je pense que ça fait beaucoup de bien à tout le monde. Donc voilà, le Waga Job Challenge a vraiment, et j'insiste sur ce terme parce qu'il est important, a vraiment situé le Burkina comme un pôle attractif. Et je trouve que c'est important parce que lorsque le Burkina est cité, c'est pas souvent la connotation qui est associée, malheureusement. Donc quand c'est le cas, je pense que c'est bien d'en parler. Et oui, on a envie de faire les choses en grand pour l'année prochaine. On rêve beaucoup et on aura besoin de soutien de tout le monde. Voilà. On vous portera. Enfin, de ce qu'on peut faire. Mais ce qui est important, en fait, c'est que de recevoir, tu l'as bien signalé, on se rend compte qu'il y a quand même une certaine attraction. De recevoir des candidatures de jeunes Burkinabés qui sont à l'extérieur, qui sont un peu partout sur la planète, ça veut dire qu'il y a cette envie de revenir là. Mais est-ce que qu'est-ce qui motive ça? Est-ce que c'est l'envie de revenir en mode « j'ai envie de travailler pour mon pays » ou est-ce que c'est parce qu'on n'est pas forcément sûr de se positionner là où on est? Je vais laisser Edwige, puis après je compléterai.
Je pense que c'est ce que tu as dit en premier. En fait, nous, ce dont on s'est rendu compte, c'est que c'était vraiment une envie de revenir chez soi. D'accord. D'apporter sa pierre à l'édifice, parce que généralement, c'est des gens qui sont partis pour faire leurs études, mais qui ont vécu ici jusqu'à un certain âge et qui veulent revenir auprès de leur famille et se sentir utiles dans un pays qui les a vus grandir et qu'ils souhaitent faire grandir à leur tour, en fait. D'accord. Vraiment. C'est jamais, en tout cas, une position où, comme tu évoquais, où ils ne se sentiraient pas forcément à l'aise à l'étranger. Non, c'est vraiment une réelle volonté de rentrer. Revenir. Ouais. D'accord. Et en fait, du coup, j'ai une autre question. C'est par rapport, en fait, aux autres candidats qui sont ici. Comment ils voient la candidature de ceux qui sont à l'extérieur? Est-ce que vous avez eu à en parler? Est-ce que souvent, ils se disent pas, ils sont partis étudier là-bas, ils ont peut-être... Comment ils le... C'est une très belle question parce que justement, il n'y a pas de réaction. C'est-à-dire que les candidats ne se posent pas vraiment la question. Je pense que des fois, c'est vrai que c'est des questions qui se posent quand on est de l'extérieur, mais de l'intérieur, tout le monde l'a vécu de la même façon. Par exemple, sur les 20 candidats finaux, donc 15 étaient au Burkina et 5 étaient à l'étranger. Et il n'y a eu vraiment aucune différence de traitement. Tout le monde a eu le même programme, etc., etc. Mais pour revenir, par exemple, sur ta question, je pense que tout le monde, enfin, tous les Burkinabés qui sont à l'étranger, ils aiment profondément le Burkina. Ils ont vraiment envie de contribuer d'une façon ou d'une autre à l'essor du Burkina. Et beaucoup d'entre eux, bien évidemment, veulent rentrer, mais sont confrontés à des difficultés qui sont... on ne va pas les lister. En gros, ils n'ont pas forcément l'opportunité. Et je pense que c'est également là où le Ouaga Job Challenge a été pertinent, c'est qu'il a été un canal pour ces personnes-là, en fait, de pouvoir accéder à ce qui se passe au Burkina, comment trouver un travail, etc., de manière très concrète. Et c'est vraiment pour ça qu'on a envie de lui donner une autre dimension. Mais est-ce qu'ils étaient très en déphasage avec la réalité ou pas? Est-ce qu'ils avaient à peu près une idée de ce qui se passe en vrai au pays? Parce que quand on part pour les études, c'est vrai, on reste en contact avec la famille, mais vraiment, la vraie réalité du pays, on est coupé de ça et on ne se rend pas forcément compte. Donc, chercher du boulot au pays, on peut être motivé du style « je veux rentrer, je veux travailler », mais en réalité, ne pas forcément être prêt à fonctionner dans les réalités. Est-ce qu'ils sont vraiment conscients des réalités du pays? Alors, je dirais en fait que ça dépendait des profils. Franchement, ça dépend vraiment des personnalités. Mais globalement, il y a quand même une méconnaissance du marché du travail au Burkina. Parce que justement, ils sont partis très tôt. Et quand on est parti en tant qu'étudiant, en fait, on ne connaît pas du tout le monde du travail au Burkina. C'est ça. Donc, il y a une réelle volonté d'apprendre. Mais il y a une déconnexion. Et c'est là où en fait, le Ouaga Job Challenge a son rôle à jouer. Parce que nous, on permet de faire ce lien-là. D'accord. Okay. Non, mais c'est vrai, clairement. Surtout lorsqu'on a étudié et travaillé à l'étranger, et travailler au Burkina, c'est complètement différent. C'est sûr. Et donc, quand on revient, on a des attentes, on a des exigences qui sont totalement normales. Et je pense qu'il faut les avoir, mais il faut aussi savoir mettre un peu d'eau dans son vin et se dire, c'est quoi mon objectif? Est-ce que j'ai envie de gagner beaucoup d'argent ou est-ce que j'ai envie de créer quelque chose, envie de contribuer à quelque chose, etc. etc. Et c'était vraiment intéressant d'échanger avec ces personnes-là parce qu'on en sait beaucoup plus. On en sait beaucoup plus. En tout cas, moi, je retiens quelque chose qui est vraiment très beau, c'est-à-dire qu'au moment où tout le monde se dit oui, je vais aller à l'extérieur pour me chercher, je vais aller me réaliser et revenir. Ici, c'est tout sec, il n'y a rien pour moi. Il y en a qui ont envie de revenir et il y a vous qui les aidez à revenir et qui, en plus, donnez de l'espoir à ceux qui sont sur place parce que c'est pas évident au quotidien quand tu as fini tes études et que tu as l'impression qu'il n'y a rien pour toi sur le marché. Ce que je veux dire, c'est... Enfin, faites pas attention à ce que je veux dire. Que les vieux ont tout occupé, qu'il n'y a pas de place pour les jeux. Oui, ça peut être souvent décourageant. Et justement, les vieux, comment ils vous ont réussi? C'est une bonne question. Je te laisse répondre. Ouais. Là, je me désengage. Alors, on a beaucoup plus reçu de messages de jeunes que de vieux parce que je pense que culturellement, on ne s'exprime pas beaucoup. Alors nous, les jeunes, on arrive à s'exprimer un peu plus, mais les vieux, ils ne s'expriment pas trop. Mais moi, j'interprète... Alors, peut-être que je me trompe totalement, mais le silence, c'est aussi un message. C'est-à-dire le fait que les gens n'en parlent pas, ça veut peut-être aussi dire que c'est bien.
Voilà, et que voilà, on les laisse faire parce que ce qu'ils font c'est bien, etc., etc. On n'a pas eu d'approche particulière, on n'a pas eu de personnes qui nous ont, enfin, de personnes entre guillemets. Vraiment entre guillemets, hein, parce voilà. qu'on n'est pas dans un conflit de génération. Bien sûr, on bien veut sûr. juste dire que quand tu entends souvent les jeunes parler, ils disent que la source de leurs problèmes, c'est la génération d'avant qui ne leur donne aucune place. Donc, quand on voit une belle initiative comme ça, qui a quand même porté des fruits, au bout, enfin, tenue et portée par des jeunes de bout en bout, on se dit à quelque part, les jeunes, en réalité, ils ont leur place à prendre. Est-ce qu'ils sont conscients qu'ils peuvent la prendre? Est-ce qu'ils passent le temps à jeter la faute sur les plus âgés en se disant, oui, on ne laisse pas la place? C'est en fait par rapport à ça que je pose. Alors, très bien, non, mais je comprends mieux ta question. Alors, moi, justement, c'est un appel, on en profite. Donc, s'il y a des personnes âgées de l'autre génération qui ont envie de nous faire un retour, ça serait génial parce qu'on en a besoin. On a besoin de tout le monde. Donc, qu'ils nous disent ce qu'ils en pensent. En tout cas, on sera ravis de les écouter et on considérera beaucoup ce qu'ils nous diront. Mais pour la seconde partie de ta question, moi, je pense qu'on se met beaucoup de barrières tout seul. D'accord. On a souvent l'impression que, encore une fois, les opportunités sont réservées aux autres. Nous, on ne peut pas parce que oui, il y a d'autres personnes qui sont là, qui font des choses. Et c'est vrai, faut pas qu'on le dise, c'est vrai. Mais vous savez, partout, dans tout environnement, surtout lorsqu'on a une mentalité d'entrepreneur, il y a des obstacles partout. Ils se manifestent différemment. Donc peut-être qu'ici, c'est la génération d'avant, mais ailleurs, c'est d'autres. Donc c'est à nous, en fait, de trouver des moyens de nous réinventer, de trouver des moyens de contourner en fait tous ces obstacles. Et je vous assure qu'on y arrive. Lorsqu'on est dos au mur, enfin, je ne rentre pas dans les détails du voyage de Chanel, mais il y a des choses qu'on a vécues. Mais voilà, mais justement, on était tellement au fond qu'on a trouvé une solution. Donc, quand on veut, on peut. Ou quand on est coincé, on trouve la solution. Exactement, quand on est coincé, on trouve. Quand on n'a pas le choix, on trouve. Et je pense qu'en fait, cette conclusion de quand on veut, on peut, c'est quelque chose qu'on a vécu, mais toutes les parties prenantes, lors de cette aventure-là. Que ce soit nous, en tant que porteurs de projet, que ce soit les candidats qui, en fait, ne se sont pas découragés. Il y en a qui étaient en stage depuis plusieurs années, qui avaient fait des vingtaines d'entretiens, qui n'avaient débouché sur rien et qui ne se sont pas découragés, qui ont quand même candidaté pour participer, mais également à l'équipe. Moi, je pense à l'équipe, que d'ailleurs on remercie aujourd'hui. Justement, c'était une équipe de combien de personnes? De 6 consultants. D'accord. Voilà. Donc Fadima et Yvan, que vous avez vus sur le plateau pendant le mois de mai et juin, et qui ont été passionnés et qui eux aussi ont eu, comme nous tous, des obstacles, des difficultés. Mais en fait, la conclusion générale, c'est que personne ne s'est découragé, qu'il ne faut pas attendre que ça tombe, il faut y aller, et que quand on veut, on peut. Et pardon, juste si je peux rajouter, il ne faut jamais être seul. Il faut toujours y aller en équipe. Le Voyage Job Challenge, il existe parce qu'on est une équipe. Mais effectivement, on veut toujours s'approprier les choses, on veut toujours se dire « ouais, voilà, c'est moi ». Non, c'est pas possible. Tout seul, c'est pas possible. Donc, il faut aller en équipe et puis c'est un pur plaisir, c'est un pur bonheur. D'accord, ok. Ouais. Alors là, tout de suite, en fait, il faut que je vous le dise parce que je l'ai reçu. C'est une tata qui m'a dit, en fait, je regarde l'émission, mais les jeunes qui viennent sur ton plateau, franchement, je ne sais pas où tu les trouves, mais moi, ça m'encourage de me dire que la génération qui monte, c'est une génération qui bosse. Et je sais qu'elle parlait de vous, parce qu'elle a, entre autres, cité Ghislain. Okay. Donc, je sais qu'elle parlait de vous. Et je tiens à vous transmettre ces félicitations. Et j'ai envie de savoir comment on se sent après avoir relevé un défi. C'est la dernière question et puis je vous libère. D'accord. La dernière question et je vous libère juste après. Comment on se sent après en se disant on l'a fait? C'est quoi le sentiment? Moi, je dirais en tout cas, je parle pour moi, mais je pense que je peux parler pour nous deux, une profonde satisfaction. Mais pas vraiment parce qu'on l'a fait. La profonde satisfaction, c'est d'avoir été utile. C'est vraiment ça qui nous anime. De se dire qu'on a été utile, que ça a servi à quelque chose, ça nous suffit en fait. D'accord. Pareil, moi je me sens vivant d'avoir participé à une aventure qui est partie un peu dans tous les sens et qui au final a eu des je sens qu'il y a des détails qu'on risque de nous donner, mais bon, aussi, on ne va pas insister plus. On avait un objectif précis, mais on s'est rendu compte qu'on a eu des bénéfices collatéraux. Et c'est génial, je me sens vivant, je me sens agréablement surpris, satisfait et motivé pour la suite. Ah ouais, c'est un boost d'énergie pas possible. Le premier message pour les candidats de 2021. En attendant que vous décidiez de toute la stratégie et de ce qu'il y a dedans, pour tous ceux qui seront là 2021. Qu'ils soient prêts. Qu'ils soient prêts parce qu'on va lancer l'appel à candidature fin 2020.
sur donc nos réseaux sociaux, sur notre site internet. Donc je rappelle www.wagadjobchallenge.info et qu'ils soient vraiment prêts, quoi, qu'ils soient motivés parce que nous on les attend, en tout cas nous on sera prêts. D'accord, ok. Et enfin, j'avais dit la dernière question. J'ai le droit ou pas? Oui, bien sûr. Parce que c'est sûr qu'on m'a posé la question, j'ai dit je vous la pose, j'hésite, mais je pose quand même. Finalement, vous, qu'est-ce que vous gagnez à faire ça? C'est une très belle question. Alors bien sûr, on ne le fait pas comme ça, mais on le fait avant tout pour nous. Parce que nous, en fait, on est vraiment animés par le fait de se sentir utile pour les autres. Je vais aller plus loin. Par exemple, nous, on n'a pas du tout été rémunérés par rapport à ce projet. On l'a fait sur le temps qu'on a su créer, parce qu'on est tous les deux entrepreneurs. Mais la vraie satisfaction, elle est là, en fait. Et elle est dans ce sentiment-là d'avoir été utile à l'autre. Mais on l'a fait avant tout pour nous. Et puis, si ça bénéficie aux autres, c'est tant mieux, quoi. D'accord. Ouais. Autre chose à ajouter? Non, mais je dirais qu'en fait, généralement, ce que nous, on propose, c'est pour faire face à des problèmes qu'on a nous-mêmes rencontrés. D'accord. Et je pense que c'est ça qui nous anime vraiment. C'est vraiment cette notion d'utilité, d'avoir traversé ça, de ne pas avoir forcément eu des aides. Ou voilà. On aurait aimé connaître le Wagat Job Challenge à une certaine époque de notre vie. Mais si on peut l'offrir à d'autres personnes, tant mieux. En tout cas, merci beaucoup. Je dis merci au nom de tous ceux qui vont bénéficier du Wagat Job Challenge cette année, les années à venir, parce que je pense que c'est une aventure qui est partie pour durer. Et bon vent à vous, beaucoup de courage et bon repos, parce que c'est le moment. Et à l'année prochaine, pour la prochaine édition, en tout cas on espère que tout se passera bien. Et bien, chers téléspectateurs, on espère que vous avez passé un agréable moment. On n'oublie pas. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui on n'est pas le 3 juillet, mais le 3 juillet c'est la journée sans sac plastique. Et si vous pouvez aujourd'hui, de grâce, pitié, oubliez le sac plastique. C'est bon pour vous, pour votre santé, pour l'environnement, pour tout le monde. Prenez grand soin de vous. À demain. Au revoir.